Bonsoir tout le monde. Bonsoir Judith. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Ouais, je suis ravie. Il faut savoir que dans la commu, tu as déjà des gens qui ont écouté Miss Paddle et donc qui connaissent un peu ton taf. Parce que j'avais parlé moi de Miss Paddle dans un de mes podcasts, dans un de mes lives il y a quelques temps. Et donc, crac, tu vois, les gens sont venus discuter. Tu es un peu la spécialiste en France, en tout cas je crois, de journaliste spécialiste des apps de rencontres et de Tinder en particulier. Ouais. T'as fait le sujet, quoi. Ouais, exactement. T'as sorti un premier bouquin il y a 2 ans. C'est ça, qui s'appelle L'amour sous algorithme. Et là, récemment, un deuxième, donc Dating Fatigue. Est-ce que c'est la suite ? Je sais pas, c'est presque... L'amour sous algorithme, j'ai plus enquêté sur le fonctionnement de Tinder. Et Dating Fatigue, c'est plus une réflexion, une enquête, mais plus dans les bouquins, dans les théories féministes. C'est un peu deux versants, en fait, d'une même question. Ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois, tu pars de ton cas et de ton histoire personnelle. Tu fais une sorte de manifeste. Hein. C'est ça. Ouais, j'ai envie de dire, c'était là, moi, en fait, j'ai le droit, j'écris ce que je veux dans mon livre. Alors, tu fais une postface qui s'intitule « Pour une révolution artistique du journalisme ». C'est ça. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ? En fait, c'est parce que dans tous mes travaux, que ce soit donc L'amour sous algorithme, Dating Fatigue, qui est Miss Paddle, je suis toujours partie de mon expérience pour essayer de tirer un fil ou comprendre en fait ce qui m'arrivait à moi, en me disant que j'étais sûrement pas la seule à qui ça m'arrivait, et pour espérer en même temps toucher les autres en fait en moi racontant ou partageant comment j'essayais de me débrouiller avec ce que je ressentais, les injonctions que je ressentais, les injustices que je ressentais, la colère que je ressentais, comment j'essayais de m'en sortir, de m'en libérer ou de la comprendre. Voilà, donc je pars de moi, de mon cœur en fait, pour espérer donner quelque chose aux autres. Et ça reste une forme de journalisme parce que c'est pas juste moi, ma vie, nanani, nanana, moi je me lève le matin, je bois un café. Enfin, il y a un côté où je vais quand même enquêter en fait, où je vais quand même chercher dans les livres, chercher auprès des autres, lire les études de sociologie, chercher des sources fiables. Et donc ça reste un travail journalistique en fait un peu lambda, mais sauf que je pars de mes émotions. Oui, parce que tu cites plein de bouquins à chaque fois. Ouais, plein. Mais tu les cites de façon un peu, enfin tu les glisses dans le texte en fait, tout simplement dans le récit. Comme ça moi je trouve que c'est des trucs qui sont plus intéressants à lire que des essais classiques. Et j'aime bien l'idée qu'on puisse apprendre des choses sans même trop s'en rendre compte. T'es pris dans un récit, puis et en même temps il y a des références. Moi je trouve ça plus digeste à lire en fait. Et c'est des choses que j'adore lire, donc c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire comme ça. C'est quoi tes rêves justement ? Dans mon style, ça s'appelle le journalisme narratif ou la littérature du réel quand on veut faire un peu chicos. Wow. Ouais. Moi je suis autrice. C'est ça. Et la pionnière du genre, tout le monde croit que c'est Hunter S. Thompson, mais non. Ah oui, qui est connu pour avoir inventé le gonzo journaliste, qui est encore un truc un peu particulier, mais c'est quand même un peu dans la même veine. Et non, la première, c'était une femme je crois, au 19e siècle, qui à 22 ans s'est fait enfermer dans à l'époque on appelait ça un asile de fous. Et du coup, elle raconte ce qu'elle voit donc en tant qu'enquêtrice, et c'est aussi une réflexion sur qu'est-ce que c'est être fou. Et c'était déjà au 19e siècle, la meuf, elle avait 22 ans, quoi. Donc maxi badass, Nelly Bly. Calmez-vous bien. Oui, c'est ouais, c'est ça. Donc grosse ref. Le nouveau journalisme à la Tom Wolfe. Alors je t'avoue que j'ai pas la ref. Ah oui, voilà, comme ça on apprend tous en même temps. On montre le... Oui, le nouveau journalisme. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est avec ce magazine américain qui s'appelait Esquire. Ah ok. Ouais, c'est ça, avec Truman. Ouais, c'est ça. Avec Esquire, si vous lisez l'anglais, ils font des enquêtes ouf, tout à la première personne, pareil, hyper subjective, mais en même temps où t'apprends plein de choses. Ok. Ouais, magnifique. C'est lui qui a fondé Esquire alors. Enfin, en tout cas, il a fait partie de la bande Esquire. Ok, d'accord. On n'a pas non plus évoqué, tu l'as évoqué il y a 2 secondes, mais ton podcast en fait que t'as sorti il y a 2 ans. Un an, printemps dernier. Ok. Qui s'appelle Qui est Miss Paddle, que moi j'avais découvert grâce à Sophie-Marie Laroui, qui en avait fait une story à l'époque. Et après, il avait tourné dans toute la rédaction de Mademoiselle. Encore une fois, tu pars d'un bet-like de ton gars sur une meuf qui est en train de faire du paddle et qui est en mode bombasse sur Instagram. Et tu tires cette pelote-là en combien d'épisodes ? 6, c'est ça ? Tu parles de plein de choses. C'est ça. Rapport aux réseaux sociaux, etc. On va écouter un petit extrait. C'est l'histoire d'un like sur Instagram. Voilà. D'un like et de tout ce que ça peut vouloir dire. D'un like et de la brèche qu'il a ouverte. Et dans laquelle je me suis engouffrée. Je ne la connaissais pas. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne la connais toujours pas. Je connais pas le son de sa voix, je connais pas celui de son rire, je connais aucune de ses petites manies. Est-ce qu'elle mâche trop fort quand elle mange ? Est-ce qu'elle joue avec ses cheveux quand elle est nerveuse ou est-ce qu'elle ronge ses ongles ? Est-ce que le matin, quand elle se réveille, elle est du genre bavarde ? Est-ce que, quand elle part en vacances avec des gens et qu'ils ont rendez-vous très tôt pour prendre la voiture, c'est la seule qui parle dans le véhicule et ses amis se regardent en coin, moitié exaspérés, moitié attendris ? Parce que moi, je vais être honnête avec vous. Même sans la connaître, je peux pas la saquer. Enfin,
c'est un peu plus compliqué que ça. Elle m'obsède. Elle est tout ce qu'elle représente pour moi. Je m'appelle Judith, j'ai 33 ans et je suis journaliste. Ça, c'est mon identité officielle. La vérité un peu moins reluisante, c'est que je m'appelle Judith, j'ai 33 ans et je suis obsédée par une fille d'Instagram. À tel point que j'en ai fait un podcast. Voilà. Très bon teaser. C'est ça, Miss Paddle, voilà. Tu pars de là, tu pars de cette anecdote, de ce tout banal like en fait. Je crois beaucoup au pouvoir de l'ultra précision en fait quand on veut raconter des choses et de très concret et de partir d'une expérience, je crois qu'on a tous plus ou moins expérimenté, qui était de voir un truc sur les réseaux ou Insta ou de voir comment peut réagir sur les réseaux sociaux une personne qu'on aime et comment ça peut nous faire nous sentir parfois étonnés ou déçus ou toutes ces émotions là. Et après d'en profiter pour aller de plus en plus loin dans la profondeur parce que je crois qu'en fait il y a beaucoup de tout ce qui est anodin en fait peut porter énormément de sens plus qu'on croit. T'interroges ton propre rapport à cette meuf justement que tu connais pas, à ta jalousie, à la façon dont toi tu te mets en scène sur les réseaux sociaux, dont elle se met en scène, et puis à ton couple aussi. Voilà, exactement. Parce que l'air de rien, c'est quand même ton gars. C'est ça, exactement. Et le rapport à l'image et le rapport à et quelle place ça a dans l'amour, toutes ces images, toutes ces images hyper séduisantes, toutes ces images hyper sexualisées. Comment tu deals en fait avec tout ça quand toi t'es un être humain normal? Voilà quoi, qui est pas une Miss Paddle quoi. Et bon, je vais pas spoiler, mais ça part de là et après ça va encore plus loin. Ça va loin. Ouais, c'est ça. C'est plutôt et c'est très très bien foutu. Vraiment, je te disais avant qu'on enregistre que pour moi ça a été l'un des rares podcasts français qui arrive qui m'a pris par la main comme ça et tu m'as tiré pendant 6 épisodes qui font 10-15 minutes à chaque fois quoi. C'est donc t'as à peu près une heure en ta compagnie où on peut t'écouter, être en train de t'interroger sur qui suis-je exactement et pourquoi l'amour et le couple et la jalousie, et Miss Paddle elle est bonne, et pourquoi je suis énervé après cette meuf. Voilà. Il y a aussi ce truc de relation entre meufs aussi qui est intéressante. Ah bah bien sûr, il y a le côté, en fait t'auras envie de te dire c'est trop bien, sororité, si t'as envie de te faire la belle sur un paddle, vas-y fais-le, mais c'est quand même beaucoup, en tout cas pour moi, ça a longtemps été beaucoup plus compliqué que ça. C'est un vrai travail. Et d'ailleurs, tu t'en parles beaucoup dans Dating Fatigue. Tu parles beaucoup de ton propre rapport à l'amour, de des propres stéréotypes que tu as pu internaliser et que je crois on internalise tous, femmes et hommes compris. Est-ce que, pour commencer, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, d'écrire ce bouquin sur Tinder à l'époque, sur l'amour sous algorithme? Le premier, c'est j'utilisais Tinder en tant qu'utilisatrice, juste comme une personne, juste voilà quoi, pour rencontrer des mecs. Oui. Et au début, j'ai adoré Tinder. Moi, au début, j'ai eu une espèce de lune de miel avec Tinder parce que j'avais pas trop confiance en moi physiquement et j'avais plein de matchs. J'avais plein de mecs qui voulaient m'inviter à aller boire des verres et tout. Je me disais mais en fait, tu dois être trop bonasse et tout. Et bon, ça a pas duré. Assez vite, en fait, il y a eu, je sais pas, 2-3 rencontres un peu cheloues, des mecs un peu bizarres, et puis un sentiment moi-même de, je sais pas, un peu comme une drogue, de devoir aller de plus en plus sur les apps pour essayer de retrouver un peu un boost d'ego qui revenait jamais. Donc j'avais un sentiment un peu mitigé que je comprenais pas trop, mais je sentais que j'avais l'impression quand même que ça m'abîmait quelque part. Tu veux dire qu'à chaque fois que tu avais un match, c'était un peu comme si tu avais un like ou que tu avais un post qui cartonnait sur Insta ou un chouette commentaire. Enfin, c'est un peu triste à dire, mais c'est un peu comme si on me disait ça va en fait, tu peux être aimé. Enfin, je pense, dans le plus profond, c'est ça que j'avais l'impression qu'on me disait. Genre, c'est pas foutu pour toi, tu vois. Pourquoi tu dis que c'est triste à dire? Au contraire, je trouve que c'est cool de le dire. Oui, c'est vrai, non, t'as raison. Au contraire, c'est vrai, faut le porter. C'est parce que tu le dis c'est vrai. que ça marche. Et c'est vrai, t'as raison. Et un jour, j'ai découvert qu'on avait tous une note secrète de désirabilité sur Tinder à l'époque. Génial. Qui s'appelait le Hello Score. Et du coup, je me suis dit, mais il faut que je vais partir à la recherche de ma note de désirabilité. Et c'était aussi toute une réflexion sur... En fait, j'avais trop envie d'avoir une bonne note de désirabilité. Et en même temps, et j'étais révoltée par le simple concept de la note de désirabilité. Et j'avais trop envie de m'en foutre. Et donc, en fait, cette espèce c'était un peu comme des mouvements contraires qui m'animaient. Ça m'a donné une énergie assez puissante et j'ai voulu plonger là-dedans, quoi. Donc ça, c'était l'amour sous algorithme. Voilà. Et t'as pris qui va être adapté d'ailleurs en documentaire à la fin de l'année sur France Télé. Ah ouais. Voilà.
Donc tu vas faire Si vous quoi avez la flemme de le lire. Ça va ressembler à quoi alors si tu vas le... Je peux pas raconter le contenu, hélas. Tu vas interviewer des gens, enfin oui, il y a des interviews, puis j'interviens et tout, mais c'est encore différent, c'est encore un autre... on ajoute encore des trucs qu'on n'a pas dit, mais ça va être chouette, je pense. Qu'est-ce que tu as découvert grâce à l'amour sous algorithme? Plein de choses. C'est quoi les leçons que tu en as tirées? D'un point de vue personnel, du coup, j'ai demandé toutes mes données personnelles à Tinder et j'ai reçu un gros dossier de 800 pages avec toutes les infos qu'ils avaient sur moi. Et bon, il y avait les données personnelles et tout, mais il y avait surtout toutes mes conversations écrites les unes à la suite des autres et que j'ai lu, mais comme je lisais, comme si j'avais lu une pièce de théâtre en fait. Il y avait genre match numéro 1, match numéro 2, match numéro 3. Et tu voyais from you, from him, from you, un truc comme ça. Et il n'y avait plus aucun prénom, il n'y avait aucune photo, il n'y avait aucun pseudo, donc c'était juste le texte brut. Et du coup, j'ai lu ça comme si je lisais la vie de quelqu'un d'autre. Et je me voyais... en fait, c'est une expérience que je recommande parce que c'est un peu un reality check un peu brutal. Genre, j'ai vu, il y a eu un 31 décembre où je suis rentrée à 5h du mat déprimée de ne pas avoir de mecs et où j'ai parlé avec 16 mecs en même temps et où je disais les mêmes choses, en faisant ce style que j'étais hyper enjouée, en mode ouais, je me fais des pattes, j'ai dansé toute la nuit. Alors qu'en vrai, je sais pas, il y avait la lumière grise d'un 1er janvier. Enfin, j'étais déprimée. C'était triste. Hein. Ouais, voilà. En vrai, j'étais juste triste, quoi. Et donc, de le voir écrit noir sur blanc, de voir un peu mes patterns, enfin, de voir un peu les façons dont je pouvais répéter un peu les mêmes blagues. Et puis, c'était un peu... Ça m'a fait me rendre compte qu'il y avait un truc un peu vain là-dedans. Et que ce que j'allais chercher comme validation dans Tinder, c'est comme si c'était un seau dans lequel je mettais de l'eau, mais qu'en fait, l'eau restait pas, que c'était troué en dessous, quoi. Je me suis rendu compte que c'est comme si j'étais coincée dans un cycle où je venais chercher une validation qu'on me donnait mais qu'on m'enlevait tout de suite et que c'est comme si j'étais un peu enfermée et c'était bien parce que si j'avais pas vu ça, je pense que peut-être que je serais restée encore un peu plus longtemps, quoi. Mais je trouve que les applications de rencontres, moi en tout cas de mon point de vue, elles transforment un désir qui est naturel en fait de vouloir aller vers l'autre ou même un désir de validation qui est aussi humain en addiction en fait, et elles te coincent là-dedans. C'est comme si elle prenait l'énergie de ton désir pour aller contre toi. Contre toi, dans quel sens ? Pour te bloquer, tu vois. Ouais. Pour te bloquer. Pour que elles, ça leur serve. Comme ça, toi, tu restes, tu passes beaucoup de temps, tu payes si t'en as marre, tu dévoiles plein d'informations, de données personnelles qui après sont monétisées pour faire de la pub. Mais en fait, c'est comme si t'étais dans les limbes. Toi, t'es bloqué. T'avances pas. Tu rencontres des gens, mais ça dure jamais. Et en fait, t'y retournes parce que tu te dis, mais c'est pas grave. Si ça marche pas, il y en aura toujours un autre, toujours un autre, toujours un autre. Mais au bout d'un moment, c'est ce que je dis dans l'amour sous algorithme, à force de pas vouloir se fermer de porte, tu passes ta vie dans un couloir, quoi. Waouh. Je crois aussi qu'il y a un truc compliqué, c'est qu'il y a toute une narrative dans laquelle on a grandi, je crois, hommes et femmes d'ailleurs, hein, autour de l'amour. L'amour, ça se trouve pas sur les applis de rencontre. Alors je sais pas si ça change ces dernières années, et notamment avec le confinement et tout, le nombre, parce que bon, moi je suis célibataire depuis peu, donc je me suis foutu sur ces apps, j'ai découvert ça à 40 balais, si tu veux, c'est un délire. Ouais. Vraiment, c'est pour ça que ça m'a pas mal marqué ton bouquin, mais tu découvres ça avec beaucoup de fraîcheur, si tu veux, et oui, voilà, il y a aussi une histoire de narrative, si tu veux, d'histoire qu'on s'est racontée, où forcément, on peut pas trouver l'amour sur les apps. Et là, j'ai vu, donc, je voyais plein des meufs pour moi, quoi, qui disaient, ok, en fait, le confinement a eu raison de moi, je me suis mis sur Tinder, je me suis mis sur OkCupid, parce qu'en fait, c'est le seul moyen de dater des gens, de rencontrer des gens. Surtout que maintenant, avec les masques dans la rue, tu peux même plus aborder qui que ce soit, parce que vraiment, ça masque les gens. Il y a aussi ce truc de c'est pas très cool de rencontrer Nice, et on cherche un peu on cherche autre chose dans l'amour que se dire qu'on s'est juste matché à un moment donné, quoi. Oui, bien sûr. Enfin, même si les applications de rencontre se sont démocratisées, que Tinder a quand même un peu révolutionné le game, entre guillemets, en rendant, en déringardisant un petit peu. Enfin, quand c'est sorti en 2013, c'était presque moins la honte de s'être rencontré sur Tinder que maintenant, que 10 ans plus tard. Ah ouais, tu penses ? Ouais, je pense sincèrement. Entre-temps, l'image s'est tellement dégradée de l'appli que en 2013, c'était presque un peu novateur, rigolo, sexy. Aujourd'hui, c'est plus connoté loser qu'il y a 10 ans. Ah ok. Alors après, peut-être que c'est parce que l'algorithme a taffé sur moi, mais tu sais, je crois qu'il y a tellement il y a aussi une image de plan cul derrière, tu vois. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment 0 meuf qui m'ont dit, moi, je cherche un plan cul. C'est vraiment, moi, je suis pas là pour un plan cul. Vraiment.
Je sais pas si ça a changé ça à ce point-là. Ah, si. Est-ce qu'au début les gens y allaient peut-être je pense qu'on a toujours collectivement surestimé le nombre de personnes qui avaient envie de juste un plan cul. Hein. C'est juste un plan cul comme ça. Je pense que surestimé, tu veux dire? Oui, il y a pas. Je crois que. Je pense que c'est un fantasme. C'est une panique morale un peu où on se dit mon Dieu, sur Tinder les gens ils couchent ensemble au bout de 10 minutes sans même connaître le prénom l'un de l'autre, etc. En fait, je crois que c'est très rare en fait quand ça se passe comme ça. C'est très très rare. Je crois aussi. Je pense que c'est une vision un peu une espèce de panique morale ou une vision un peu d'une critique qui voudrait dire oh là là c'est terrible, mais en fait c'est plus complexe que ça ce qui s'y passe, je pense. Qu'est-ce qui s'y passe alors? Tout ça. Qu'est-ce qui s'y passe? Tout ce que je raconte. Faut lire le bouquin là. Oh, d'accord, ok. Il est sympa le couloir ou c'est mieux la chambre? Ah bah non, c'est mieux la chambre. Et sans doute, ouais, Acme, t'as raison, on a sous-estimé le nombre de gens qui viennent juste pour une validation. Complètement. Selon les études, d'ailleurs, la majorité des femmes, en fait, viennent sur les applications de rencontres pour l'ego boost. Chez les hommes, il y en a moins, proportionnellement, mais quand même, c'est une grosse partie. C'est peut-être genre 60% des femmes et 30% des hommes, un truc comme ça. Tous les chiffres sont dans l'amour sous algo. Mais oui, bien sûr. C'est aussi assez facile. C'est un doudou, en fait. C'est devenu une espèce de doudou. Ouais. Où quand tu te sens pas bien, t'es triste, c'est le dimanche soir, t'es dans ton lit, en fait, tu swipes, tu matches, t'échanges quelques mots, ça te rassure qu'il y a peut-être des possibles quelque part, puis après tu ghostes. Non, c'est terrible, mais c'est comme ça. Mais j'ai l'impression que côté mec, c'est pas aussi évident que ça, parce que moi j'ai très peu de matchs en fait, tu vois, d'une manière générale, alors que je crois que je suis quand même un mec bien, quoi, tu vois. Je suis un bon parti, t'as vu? Non mais pas du tout, mais c'est très compliqué pour les mecs de sortir. En fait, les applications de rencontre, c'est une expérience assez brutale pour les hommes et pour les femmes, mais de manière très différente. J'avais fait une enquête dans Le Monde avec Nicolas Kaiser-Bril, qui est data journaliste. On avait demandé l'accès à leur Tinder de plein de gens et on avait calculé plein de volontaires qui nous avaient donné leurs données. Et on avait calculé le taux de succès moyen des hommes et des femmes. Voilà, c'est celui-là. Sur Tinder, les hommes et les femmes évoluent dans des mondes parallèles. Je vous le mets dans le chat. Et alors bon, c'était un truc un peu artisanal. On n'était pas sociologue et tout, mais quand même, on avait travaillé avec un grand nombre de données, etc., qu'on avait fait checker par des data scientists. Et le taux de succès moyen des femmes hétéros sur Tinder, c'était 55%. Et des hommes hétéros, c'était 2%. Donc, et pourquoi? Ah bah ça s'explique. Il y a plein de raisons. Déjà, il y a beaucoup moins de femmes en fait sur les applis. Ils l'avoueront jamais, Tinder et autres, mais quand tu parles en off avec les PDG du milieu, il y a toujours beaucoup moins de femmes. Les femmes ont tendance à moins... quand elles matchent, ça veut dire qu'elles ont vraiment... Souvent, c'est plus un vrai match. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment intéressées. Donc, elles sont plus sélectives. Quand les hommes ont quand même tendance un peu plus souvent, pas tous, mais bon, c'est des généralités, mais à swiper à droite plus généralement, quoi. Ce qui fait, en fait, ce qui crée un déséquilibre énorme et une expérience très différente. Ce qui est un peu tragique, en fait, parce que du coup, quand t'es un mec sur les applications de rencontres, traditionnellement, donc c'est encore beaucoup les hommes qui envoient le message en premier. Ouais, en plus, c'est très genré, ça reste très genré. Donc t'as pas beaucoup de matchs, t'envoies beaucoup de messages auxquels t'as peu de réponses. Et quand tu parles enfin avec une femme, t'arrives un peu sur la défensive, en fait, épuisée. Et de l'autre côté, les femmes, elles se prennent des mecs qui harcèlent, des mecs qui captent rien, plein de messages, ou alors vraiment des messages qui sont... nul, et au milieu de tout ça, même quand il y a un mec sympa qui arrive, elles sont aussi un peu genre sur la défensive, oui, quoi. Bah oui. Et donc ça contribue à éloigner en fait un peu les hommes des femmes et à faire qu'il y ait une méfiance un peu qui s'installe des deux côtés. Et ça pour moi c'est grave, parce que ces apps, elles ont de plus en plus d'importance dans nos vies, encore plus avec le confinement, etc. Et comme on y passe beaucoup de temps, et comme ces petites expériences là que je viens de décrire, elles sont pas dramatiques, mais elles se reproduisent. Elles peuvent se reproduire 15 fois dans la même journée, tu vois, si tu y passes un peu de temps. Et à la fin, du coup, ça crée des gros mouvements dans la société, quoi. Il y a Layot qui me demande, est-ce que tu payes? Ouais, moi je paye en fait, je paye pas le max, tu vois, mais je paye pour OkCupid par exemple. Je suis sur OkCupid et je me suis dit à un moment donné que je suis à peu près sûr je me suis dit de façon intuitive, mais je crois que tu le valides dans l'amour sous algorithme, que s'ils veulent, en gros, ces apps de rencontre, moi je sais que leur marketing c'est d'attirer le plus d'hommes possible, parce qu'en fait les femmes elles y vont, quoi, tu vois, si j'ai bien compris, hein. Et en fait ils veulent les faire payer, les mecs. Oui, les mecs, ouais. Donc à un moment donné je me suis dit faut payer, donc j'ai payé, quoi. Oui, parce que quand tu payes pas, ton profil est beaucoup moins montré, voire quasiment pas du tout. Super. Ouais. Et donc, mais ça c'est terrible en fait, que ça crée aussi énormément de frustration, d'agressivité, et il y a une étude qui explique que sur les applications de rencontres, le ton général des conversations est quand même 3 fois moins cordial que dans la vraie vie, ça veut rien dire, mais que quand même il y a une agressivité qui se développe, quoi. Ok. Putain. Ouais, c'est un peu triste. Sans payer, pas de résultat.
Ouais. Comment ça crée un déséquilibre, Koneko? Entre les hommes et les femmes, tu veux dire? Oui, c'est ça. De toute façon, ouais, c'est vraiment pas... Je crois que les femmes sont submergées de likes. Oui, c'est ça. Et de messages, etc. Et voire même de dick pics. Oui, c'est pas pour etc. dire que c'est YOLO, on est trop flatté. Hein. C'est plutôt, tu reçois des trucs bizarres. Enfin, c'est pas... Après, parce que du coup, j'ai revu mon article dans Le Monde qui a été repris dans des groupes un peu masculins. Ah. Et où du coup, ils avaient l'impression que, en se disant que nous, les femmes, on était les pachas sur les sites de rencontres et tout. C'est pas exactement ça non plus, quoi. Ouais. Alors, Roms pointe un truc, il dit, moi, j'ai testé les apps dans la vie, j'ai une chance sur 2 ou 3, et sur les apps, j'ai une chance sur 500. Ah, trop intéressant. Mais comment t'as calculé ça? Je ne sais pas. Peut-être qu'il est lui-même ingénieur de sa propre vie. Tu vois, trop bien. Qui teste ces trucs. Mais ceci dit, il y a un autre truc aussi. Je crois que c'est compliqué aujourd'hui d'aller aborder pour un mec notamment, d'aller aborder des femmes dans la rue, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Fin de la soirée. Bonne soirée. Non mais oui, c'est vrai, c'est compliqué, je sais pas quoi dire de plus. Dans la rue, dans les bars, dans les Ouais. restos, etc. Je sais pas comment tu fais aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est compliqué. C'est vrai, c'est compliqué. Faut prendre un risque. Faut prendre un risque, ouais. Faut prendre un risque. D'autant plus que j'ai un peu la sensation que, comme tu disais, ça reste toujours très genré, même si la société évolue. J'ai pas la sensation que sur les histoires de drague comme ça, et tu vois, notamment chez Mademoiselle, j'ai une anecdote à ce sujet, c'est que il y avait tout le monde était sur les apps de rencontre, enfin, il y avait pas mal de meufs qui étaient dans l'équipe qui étaient sur les apps de rencontre, et en fait elles parlaient entre elles, et il y en a une qui disait putain, regarde lui, il est mignon et tout, et t'en avais une qui disait mais envoie-lui un message en fait si tu veux. Bah non, je vais jamais lui envoyer un message, ça va pas, t'es ouf ou quoi? Ouais, bien sûr. Comme dans la vraie vie. Donc. C'est ça. Ça bouge, mais doucement, quoi. Dans les bars, c'est compliqué tout court depuis un an. On est d'accord. On est La d'accord. vie revient. Ouais. Et à un moment donné, ça réouvre. Vous inquiétez pas. Ça finit par Dans les revenir. bars, en ce moment, tout le monde se parle. Hein. C'est quand même le bon moment pour aller draguer, je pense. Il y a un peu une euphorie, là, en terrasse. Ouais. Dans 10 jours, ça sera fini. Voilà, c'est ça. Il y a Après, une toute petite fenêtre que la faut en profiter. Ça dépend des endroits. Hein. C'est à Paris. Oui. Peut-être que ça va durer plus longtemps en province. Ils sont peut-être plus détendus. L'agressivité est moins présente. C'est vrai. Donc, dating fatigue. Donc, que tu as sorti là il y a quelques semaines. Hein, c'est ça. Si je me trompe pas. C'est pas vraiment la suite, mais c'est plutôt une sorte de prolongement. C'est ça. Où tu repars un peu de ta situation personnelle, où tu sors d'une rupture au tout début du livre, et où tu remets en cause carrément le couple, l'amour, la vie. À quoi bon? Il y a aussi un truc que je trouve intéressant, c'est que donc, alors t'as 34 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'exprimes aussi une forme de lassitude par rapport au couple et à la relation d'une manière générale, et je trouve que ça aussi c'est un truc hyper intéressant, très contemporain. Ce truc de, ok, en fait, j'ai 34 piges, ta dernière relation, elle a eu 2-3 ans, c'est ça, où tu parles des souvenirs que tu prends avec, etc. Et tu remets en cause carrément à quoi bon l'amour, quoi. En fait, oui, c'est ça. Je me suis pris je suis vraiment tombée de très très haut à ma dernière rupture, mais de vraiment haut. Ce que je raconte dans le bouquin, c'est que je dis, j'ai l'impression d'émaner tellement de loose qu'il y a des pigeons qui me suivent. Enfin, genre vraiment, je me sens au 36e dessous. Et en même temps, bam, sort L'amour sous algorithme. Et donc, je vais faire une conf. Ah oui, c'est vrai que ça match. Ça match en même temps, donc c'était trop bizarre. Donc, parce qu'il avait eu du succès donc, comme livre, et en fait, j'allais me faire interviewer, et en même temps, je recevais des textos d'insultes de mon ex au maquillage, un truc ultra intense, bizarre, quoi. Et je vais faire une conf à. Excuse-moi, je te coupe, mais. Ouais. Quand même, les ruptures, c'est de la merde aussi. C'est-à-dire que je crois qu'on est très très mal équipés globalement, sociétalement. C'est vrai, on est très très mal équipés pour gérer rompre et gérer la frustration, l'intensité des sentiments que ça, des émotions que ça fait naître, et ne passer par autre chose que s'insulter, en fait. Oui, c'est vrai, on devrait pouvoir. En fait, c'est une conversation qu'on devrait avoir, même dans sa famille, je pense, pour dire comment je fais quand j'ai mal pour pas insulter les gens ou taper les gens, ou comment je fais. Parce que souvent, c'est ça. On va en thérapie. Voilà. C'est ça, on va en thérapie. On fait une grande thérapie mondiale. Non, mais souvent, les gens, c'est pas des monstres, en fait. Quand ils se mettent à agir n'importe comment, c'est qu'en fait, ils sont débordés ou qu'ils ont trop mal. C'est pas des enfin, bref. Enfin, je m'éloigne complètement de ce que je voulais dire. Non, mais pardon. Mais je trouve que c'est important aussi, parce que ça parle aussi de ça. C'est-à-dire que si t'as des ruptures plus smooth, tu vois, je crois que c'est plus simple aussi de passer à autre chose. Exactement. Et donc, je vais faire une conf à Sciences Po Lille sur l'amour sous algorithme, et il y a une étudiante qui me demande comment on fait. Du coup, elle m'a dit un peu sévère, en me disant oui, l'amour sous algorithme c'est bien, mais c'est pas si bien que ça, nanani. Et donc je l'appelle la morveuse du coup dans le bouquin. Tout le bouquin, tu parles avec elle. Tout le bouquin, je parle avec elle. Et parce que je l'aime bien, mais elle m'agace. Et elle me dit comment on fait du coup pour draguer sans Tinder, comment on fait pour sortir de ces logiques de consumérisme. Et j'écoute sa question et je me dis putain, je sais pas.
Enfin, j'en sais rien en fait. Je bredouille une réponse parce que peut-être j'aurais dû dire que je savais pas, très franchement. Et dans le train du retour, je repense à sa question et puis je repense à ma situation où je vais me retrouver encore une fois à devoir rechercher un mec. Je suis là, j'en peux plus. Et je me dis comment je vais faire cette fois-là, peut-être, pour que ça se passe autrement. Pour que ce soit peut-être moins douloureux, que ce soit... Enfin, je sais pas comment faire en fait pour faire mieux. Et voilà, c'est le point de départ du bouquin. Et donc, très bon point de départ. Ouais. Tu évoques une certaine Prune. Ah oui, Prune, C'est c'est ma petite nièce à qui j'ai dédicacé ce livre, Ah yes. qui est une super jeune personne. Et c'est une façon pour moi de dédicacer aussi à toutes les jeunes filles, parce que j'ai l'espoir que tous les travaux sur l'amour, sur les sentiments, sur le féminisme qui sont en train d'être menés en ce moment leur permettent et lui permettent d'avoir des relations amoureuses et affectives plus sereines, quoi. C'est un bouquin où tu creuses. Ouais. Ouais, je vais très loin, Tu creuses plus que, je crois, dans l'amour. Ouais, je vais plus loin que dans Miss Paddle. Plus, ouais, c'est le... Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu t'es senti... je sais pas si c'est une obligation, mais en tout cas, on sent que... Alors, je sais que c'est pas bien de le citer, mais c'est Louis C.K. qui parle de ça. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Louis C.K., il se branle devant des meufs, etc. Enfin, il est pas cool du tout, le mec. Mais bref, en tout cas, il est brillant par plein d'autres aspects. Oui, bien sûr. Et il raconte... D'ailleurs, je suis même pas sûr que ce soit lui qui raconte ça. À la base, c'est Richard Pryor, mais c'est par lui que je l'ai découvert. C'est qu'en fait, il fait un nouveau spectacle tous les ans. Ouais. Et en fait, il était allé demander à ce fameux humoriste qui est génial, comment tu fais pour faire un nouveau spectacle tous les ans? Et en fait, il dit, c'est simple, en fait, à chaque fois, je creuse plus profond. Ouais, c'est ça. Ah, c'est trop Et j'ai bien. un peu l'impression que plus ça va aller, plus tu vas aller creuser. Bon, tu parles, je crois pas qu'on spoil, hein, mais tu parles notamment de ta première fois, qui est un viol. Hein, c'est ça. Très clairement, je crois qu'on peut l'appeler comme c'est ça. C'est ça. Un viol violent en plus. Hein, exactement. Où tu parles de toi à 15 ans, tu parles de la colère que ça fait, c'est ça. que ça émet en toi, etc. J'ai trouvé ça hyper courageux de venir l'écrire comme ça, noir sur blanc, de le raconter de façon aussi brute, parce que pour moi c'est important de le dire avec des mots, parce qu'en fait c'est ton vécu, et surtout ça éclaire tellement le reste de l'histoire en fait. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça super beau, vraiment. Je raconte du coup comment ça s'est passé quand je suis rentrée chez moi après que ce qui m'est arrivé, parce que je voulais aussi raconter pas une scène de violence sexuelle, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'ajouter dans le monde des scènes de violence, mais qu'est-ce qui se passe quand t'es une gamine de 15 ans et que tu rentres chez toi, chez tes parents un dimanche soir, et que tu vas aller à la table de la cuisine et que tu viens de vivre ça et que tu comprends rien. Et je voulais raconter ça parce que pour moi c'était important pour qu'on se rende compte que derrière chaque MeToo, derrière chaque un peu fait divers qu'on entend, en fait il y a ça, il y a une gamine de 15 ans ou même une femme peu importe, il y a ce moment d'après où tu rentres chez toi et tu te dis mais putain, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et moi à 15 ans je panique et je me dis mon Dieu, mais je vais rater ma vie à cause de ça, je suis sûre que je vais finir toxico, bref, et ça, je panique, et après je trouve des solutions un peu pour me calmer, où je m'invente une petite histoire sur le sang des règles, où je me dis le sang des règles évacue la violence des hommes dans le corps des femmes, enfin je m'invente ça, et je me dis t'inquiète pas, tous les mois c'est comme si ton corps te réinventait une force. Donc je m'invente ça, et ça tient, ce petit truc tient jusqu'à en fait mes 34 ans, où je suis obligée de regarder en face ce qui m'est arrivé et de me dire comment ça a influencé ma construction personnelle, mon rapport aux hommes, au masculin, ma confiance en moi. Pourquoi est-ce que j'ai toujours eu l'impression de me sentir sale? Peut-être que il y a peut-être un lien. Et je crois que même sans MeToo, c'est ce que j'explique dans le livre, je serais restée avec un discours dans ma tête parce que aussi je me disais peut-être que j'ai un peu grossi le trait, peut-être qu'en fait si j'avais repoussé plus fermement, il m'aurait laissé partir, etc. Et je suis quand même rentrée chez moi avec des traces sur le cou, sur les mains et tout. Enfin, c'était violent. C'était violent. Voilà, il avait menacé de tuer mon petit chien parce que j'adorais mon chien si je voulais pas coucher avec lui et tout. C'était vraiment dégueulasse, quoi. Et du coup, bref. Et donc avec MeToo, avec là où je m'en retrouve dans ma vie personnelle, j'ai plus le choix que de regarder ça en face. Et quelque part, j'ai voulu l'écrire déjà pour avoir le courage d'en parler à ma famille, en fait. C'est bizarre, ouais. Tes parents l'ont découvert? Ma mère, parce que mon père, du coup, il le saura jamais parce qu'il est plus de ce monde. Oui, c'est vrai. Mais ma mère, ouais, elle a découvert, je l'ai prévenue, tu vois, mais c'est comme si j'avais besoin, je pouvais pas lui dire totalement, j'avais besoin de passer par un intermédiaire. Et maintenant, le fait que ce soit sorti, que ce soit dans un livre, j'ai l'impression que tous les gens qui le lisent, c'est comme s'ils l'aidaient à le porter avec moi. Tu veux dire que tu n'en avais jamais parlé à personne avant de l'écrire dans le bouquin? Non.
Waouh. Non, j'en ai jamais Ok, parlé. J'en avais jamais parlé. Ouais. En le lisant, j'avais pas perçu la portée. J'avais complètement refoulé, c'est ça. J'avais essayé un peu d'en parler, mais à demi-mot à ma famille à l'époque, mais en disant des trucs qui étaient pas... Bah, c'est Ouais. super dur de le, C'est ça. de le dire. Mais j'étais même incapable de conceptualiser ce qui m'était arrivé. J'aurais jamais dit j'ai été violée. Je disais ma première fois c'était pas terrible à des gens comme ça, mais c'était pas voilà. Oui, Ouais. la première fois de tout le monde est Ouais, pas terrible. exactement. Voilà, on me disait ça, on me disait c'est pas grave, t'inquiète. Mais voilà, j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Juste pour te dire mon admiration, pour le boulot de Judith. Voilà, c'est tout pour moi. Merci, trop C'était bien. ultra courageux ce que t'as fait, Judith. Merci. Ouais. Et bravo, parce que tu vois, en le lisant, je me suis dit, ok, Ouais. bah, tu creuses, quoi, tu vois. C'est Mais je ça. pensais pas que tu t'étais servi de ton bouquin pour en parler au monde, quoi. C'est ça. Bah si. Ouais. Comment ta mère a réagi sans rentrer dans ta vie privée, quoi, tu vois, mais... Bah bien, ça fait du bien. Juste avec ta maman qui te prend dans ses bras et qui te dit putain ma chérie, je suis tellement désolée que tu arrivé ça, quoi. Donc bah ouais, grave, mais ça soulage, tu vois. C'est incroyable. Tu portes plus ça toute seule, quoi. Tu l'avais nié, en fait, t'étais dans le déni pendant toutes ces années-là Ouais, ou... j'étais dans le déni. Mais je sais que j'avais une rage, une colère et en même temps un sentiment de me sentir sale. Mais j'arrivais pas à faire le lien. Enfin, c'est un peu étrange, peut-être dit comme ça, mais Non. j'arrivais pas à faire. Non, c'est le cerveau. Ouais, c'est Il ça. est trop fort pour nous protéger. Exactement, Hein, j'arrivais pas à faire le lien. Et vers 16 ans, je suis devenue féministe un peu radicale chez moi. En plus, du coup, ma famille a rien compris. Et j'avais aussi envie qu'ils comprennent pourquoi il y a eu un moment où un peu. Enfin, évidemment, on peut être féministe sans avoir vécu des drames, mais pourquoi tout d'un coup c'était devenu un truc très 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 fort, voilà, qu'ils aient un peu tous les éléments de l'histoire. Bah, bravo. Franchement, je l'avais pas. Le livre a une portée d'autant plus chouette maintenant que je sais ça, quoi. Et en plus, c'est important, je pense, pour les hommes qui lisent les livres de notre expérience, parce que je suis vraiment pas la seule à avoir vécu ça, hélas. Il faut comprendre, en fait, que maintenant, la majorité des femmes, elles arrivent sur le marché du love avec un truc comme ça, souvent. Mais, alors, mon expérience perso, 90... Ouais. En fait, celles qui échappent sont des miraculées. En fait, c'est ça, exactement. Quelle que soit l'intensité, en fait, on a toutes été confrontés à une expérience un peu comme ça, parfois plusieurs fois. Donc, je pense que c'est important que, tout simplement, d'avoir ça en tête quand on veut essayer d'aimer les femmes, quoi. Pourtant, c'est pas simple. Enfin, c'est pas compliqué. Je comprends pas pourquoi c'est aussi compliqué que ça pour les mecs de juste respecter le consentement, en fait. Mais il y a sans doute un truc avec l'école, avec l'éducation. Ça vient sans doute d'extrêmement loin, quoi, tu vois. MeToo a vraiment été bouleversant pour beaucoup de femmes, bien sûr. Ouais. Bien sûr, mais tu l'avais pas. MeToo, t'as pas fait. Bah, c'est MeToo qui m'a fait faire okay, le lien. C'est MeToo, ouais. Ok. Waouh. Comme le dit Acme, je suis très d'accord avec ton commentaire. Ce que j'ai aimé dans ton livre, parce que ça me semble être la seule porte de sortie face à Tinder, c'est de se confronter à la vraie vie, de sortir, d'expérimenter, et au final, tu te trouves toi, et ça, c'est génial. Ouais, c'est vrai. Et tu te retrouves, effectivement, ton bouquin est une sorte de... Tu racontes un peu ton récit à ressortir dans la vraie vie. C'est ça. Il t'arrive tu finis par te retrouver en voyage à Berlin. Ouais. Avec une pote qui, si j'ai bien compris, est l'amalgame de plusieurs... C'est la féministe parfaite, ouais. C'est un mélange des petits défauts et des grandes qualités de plusieurs de mes copines. Mais ouais, qui est Miss Bingo Walk, je l'appelle. Ouais. Qui fait tout bien, voilà. Comme il faut. Un polyamour, enfin bref. Ça pourrait être aussi un truc de recherche, ça, le polyamour, les polyamoureux. Ouais. Plonger dans les histoires clair. Des polyamoureux, c'est ça. Ah, bon courage. Hein. Ouais. ça a l'air. J'ai quelques potes polyamoureux. Ouais. C'est Dallas leur bord. Ah ouais, leur tu vie. m'étonnes. C'est clair. C'est un taf à plein temps, hein, le polyamour. Ouais. À quel moment on a parlé de consentement à l'école ou autre dans les années 80, 90? Jamais. Moi, mon éducation sexuelle, ça a été de la terreur, en fait, où on nous disait tu vas tomber malade, tu vas être enceinte, tu vas attraper le sida. Et à côté des films porno qu'on a regardés en douce, moi qui m'ont complètement traumatisée. Alors à 12-13 ans, tu vois des trucs, j'étais là. J'en ai fait des cauchemars, moi, perso. Non, c'est un drame. Enfin, moi, en tout cas, ma génération, notre éducation sexuelle, ça a été une insulte, en fait, qui nous a été faite. Clairement. Et pour moi, le consentement, en plus, ça démarre vraiment quand t'es enfant, tu vois, et que, par exemple, en tant que parent, tes mômes sont en train de chamailler, tu vois, en train de chahuter et tout. Il y en a un qui dit arrête, en fait, il faut juste lui dire, mais
Ben, elle a dit arrête. Elle a dit arrête. T'as raison, ça en fait. commence là. En fait, ça commence là. Parce bien que sûr. en fait, c'est juste, c'est la base, quoi. C'est ça. Parce que en fait, et puis même toi en tant que parent, moi j'aimais bien chamailler avec mes filles, tout. Je me suis rendu Ouais. compte quand elles étaient petites que tu vois, je les poussais à bout quand on chahutait, et qu'elles Ouais. disaient arrête. Et j'étais vas-y. Ah oui, bah t'as Bah raison. oui, bah après tu corriges, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai, t'as raison, Faut c'est bien. que tu fasses gaffe à ça aussi, quoi. Ouais. Maintenant, on essaye vraiment Super. fort. Genre la nouvelle génération de profs, on se badouffe. Bah oui, bien Génial. sûr, parce qu'en fait, maintenant vous avez, je sais pas quel âge t'as, Pistachio, mais forcément vous avez 25, 30, 35 ans. Vous avez grandi aussi avec le féminisme et bah vous essayez de transmettre ça aux enfants, quoi. C'est trop cool. C'est comme ça que ça change. Ça va dans le bon sens. C'est vrai. important C'est important de le dire. de le dire et de regarder le verre à moitié plein. Exactement. Parce que sinon, le matin, tu te Ouais. lèves pas. Tu te retrouves notamment dans une soirée berlinoise Ouais. dont j'aimerais parler. Vas-y. Parce que justement, t'es dans ce Ouais. truc où t'es un peu en train de... C'est marrant parce que je trouve aussi que c'est un éveil à toi-même. Mm. C'est un éveil à ta propre curiosité, à tes propres... T'es en train de te dire, ok, moi j'ai peur, mais en fait je vais faire en sorte d'aller dépasser cette peur, etc. C'est ça. Tu te retrouves dans une soirée berlinoise où tu finis par te retrouver dans une sorte de rapport avec, Non, mais je peux avec une raconter. meuf, si tu veux bien. Ouais. En fait, je suis donc dans une fête un peu folle à Berlin et une espèce de maison avec plein d'artistes qui vivent là-bas, enfin un truc très chouette. Et je parle avec une fille hyper stylée, un peu impressionnante, machin. Et je suis je suis de bonne humeur, j'ai un peu la confiance ce soir-là. Puis je sais pas pourquoi j'ai dit quand est-ce que tu m'embrasses et tout. Et du coup, elle me roule une pelle. Et moi, je rigole un peu parce que je suis un peu bête. Enfin, j'ai embrassé des filles quelques fois dans ma vie, mais à chaque fois, je suis là, oh, c'est trop bizarre. Et là, elle m'attrape le cou et elle me dit, non, mais les petites hétéros comme toi, là, qui embrassent des meufs pour rigoler, j'en ai trop marre. Tu vas voir ce qui va t'arriver, ou un truc comme ça. Et je me dis, oulala, et tout. Trop badass, la meuf, quoi. Et ça me. Enfin, ouais, je trouve ça hyper sexy, quelque part. Et donc, elle m'attrape par le bras et elle m'emmène dans sa chambre. Et c'est un truc de l'écrire, c'est un autre de le dire. Et après, elle me colle une fessée dans le noir dans sa chambre, quoi, en mode mauvaise fille, qu'est-ce que tu fais et tout. Et c'est un moment que je vis hyper. Et ce que je me dis sur le moment, c'est dingue, parce que j'aurais jamais suivi un mec comme ça après un baiser. S'il m'avait attrapé par le bras et emmené dans sa chambre, je l'aurais jamais suivi. Parce que. Il y a toujours un moment quand tu t'apprêtes à... Surtout si t'as une histoire d'un soir avec un mec que tu connais pas trop et tout, où en fait tu dois un peu voir les signaux pour voir si t'es safe ou pas. Il y a toujours cette peur du viol qui est là, mais même un tout petit peu, même très très subtil. Hein. Je sais pas pour dire qu'on est toujours en train d'y penser. Non, mais c'est normal vu les histoires, C'est quoi. ça. Et il y a la peur du viol et il y a la peur du déshonneur un peu. Que le mec il dise je l'ai attiré dans ma chambre comme ça, la meuf elle est tellement facile et tout. Et là comme c'était une femme, j'avais pas ces peurs-là. C'était juste drôle, c'était juste fou, c'était juste ouais voilà un peu olé olé d'aller se prendre une fessée comme ça dans une soirée. C'était pas grave en fait. Et je me suis dit mais en fait qu'est-ce que j'aimerais vivre dans un monde féministe où le sexe ça pourrait être aussi simple. Voilà. Et je me suis dit, en fait, et là, je me suis dit, en fait, ma vie, elle aurait pu être beaucoup plus haute, quoi, si j'avais pas ces peurs-là. Et c'est peut-être pour ça, en fait, qu'il y a le patriarcat, parce qu'on a peur de la sexualité des femmes si on les maintenait pas, je sais pas. Mais cette expérience homo, elle m'a fait prendre conscience à quel point, en fait, ma sexualité, elle était entravée, quoi. Je crois que en fait, le patriarcat, il a plutôt peur, pas de la sexualité des femmes, mais de leur capacité à se reproduire sans nous, Ah oui, c'est ça. sans les mecs. Ouais, c'est ça. Tu te rends compte du pouvoir ? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Moi, Ouais. quand je suis devenu papa, je me suis dit, j'ai regardé ma femme, mon ex, je l'ai regardé, j'ai fait, bah voilà un truc que je pourrais jamais vivre. Ouais, c'est vrai. Et en fait, ça fera jamais de moi un être aussi plein et accompli que ce que t'as vécu toi, parce qu'en fait, à un moment donné, t'as donné la vie, c'est un truc de ma boule quand même. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et toi, t'es là comme un connard, t'as tiré ton petit coup, t'as mis ta petite graine, et puis après, pendant tout le reste de la grossesse, tu regardes pas, mais juste Ouais. t'es à côté, tu fais, il se passe rien, quoi. Ouais, je comprends. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est un pouvoir qui est presque divin, quoi. Bah, bien sûr. Ouais, Je crois que les mecs de l'ancien temps, tu vois, ouais, ils se sont rendus compte de ça, ils ont fait, ouais. va quand même pas falloir trop leur donner la confiance, quoi. Ça va bien se calmer quand même, Ouais. 2 secondes. On va reparler du chapitre 13 après, qui Oui. est excellent. Qui est excellent, mais qui est, je crois, aussi terriblement banal, quoi. C'est ça. God is a girl. T'as sans doute raison, Koneko. On ne sait pas. Si Dieu existe, j'espère en tout cas qu'il est une meuf, parce que putain, Ouais, moi aussi. ça serait tellement drôle. Ouais. Imagine, un jour Dieu descend et en fait c'est pas Dieu, c'est une meuf Ouais. noire, lesbienne. Elle aurait pas laissé faire tout ça, toutes les merdes. Oui. Ouais. Peut-être qu'on pourrait la regarder en disant Meuf. qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que t'as foutu? Et là elle dira
Je vous ai laissé faire. Ouais, c'est vrai. Et là, on dirait OK. on sera OK. Ok. C'est juste qu'on était cons. Parlons de ce chapitre 13. Ouais. Où effectivement, tu finis par te dire, peut-être en fait, faut que je dépasse mes peurs, il faut que j'arrête d'avoir peur. Voilà, t'interroges tout ce que tu viens de raconter et tu te retrouves dans un date que tu décris très bien en fait, qui est un date, mais j'ai l'impression que c'est tellement banal. Mais c'est ça. C'est en fait, Dramatique. je suis un mec, j'ai envie de passer la nuit avec lui, j'ai envie de faire l'amour avec lui. Mais en fait, quand j'arrive chez lui, ça se passe hyper mal. Peut-être parce que j'étais aussi, moi, un peu inquiète, parce que j'avais pas eu d'expérience intime avec un homme depuis mon ex, donc depuis très longtemps. Ah oui, on n'a pas Par la parlé de ça. fessée, mais voilà. On n'a pas parlé de ta fameuse Ouais, c'est ça. Ouais. chute du Niagara. Ah oui, voilà, opération chute du Niagara. Ouais. En gros, j'ai envie de baiser. C'est ça, je me dis, il faut que je m'y remette, ouais, tu vois. Donc, je décide d'appeler ça opération chute du Niagara, voilà. Ce qui est cool. Et donc, je suis ce mec et je me retrouve au lit avec lui et ça se passe hyper mal parce que, je sais pas, on se trouve pas. Ça ne se passe pas, quoi. Et donc, je lui dis, en fait, j'essaie de le guider, j'essaie de lui dire doucement, j'essaie de lui dire, tu me fais mal, j'essaie de... Puis au bout d'un moment, en fait... Parce qu'il faut expliquer, il te saute dessus. Ouais, il me saute dessus. Enfin, moi, j'ai le sentiment de me faire broyer les seins, il me saute dessus, je sais pas, il me tire les cheveux, enfin, je sais pas, ça se marche pas, quoi. Calmos, quoi. J'avais l'impression d'être... Enfin, bon, c'est pas sympa de cracher sur les gens avec qui on a des expériences intimes et tout, mais en tout cas, moi, je me sentais pas bien. Mais on pourrait expliquer aux garçons. Ouais, Allez-y, doucement. tranquille, quoi. Tranquille, Ça va ouais. bien se passer. C'est ça. C'est pas parce qu'à un moment donné, tu... Ouais, voilà, c'est ça. Que tu fais comme dans les films porno, qu'en fait, t'es un bon amant. Non, exactement, non, c'est l'inverse. Tranquille. Écoute la meuf en face de tout, ton partenaire. Ouais, c'est ça. Ta partenaire. Donc, j'essaye de le guider, et puis à un moment, je lui dis, en fait, je préférerais dormir. Et donc, il me dit, OK, pas de problème. En fait, non, ça commence avant que je lui dise, je préférerais dormir. Il y a quand même une voix dans ma tête qui me dit, maintenant que t'es là, prends sur toi. J'ai quand même cette voix dans ma tête. Et là, je me dis, non. Enfin, et là, sous cet instant, je me dis, non, en fait, meuf, plus jamais on va coucher par politesse. Là, je me dis, c'est Aqua Boulevard ou c'est rien, quoi. Enfin, moi, j'ai plein de petites images comme ça. Mais je me dis, soit t'as grave envie, soit c'est non, en fait. Et c'est tout. Il y a un moment, en fait, je me rends compte que c'est ça aussi, se respecter soi-même ou le self-care, c'est pas juste prendre des bains en écoutant des podcasts. C'est, tu vois, c'est vraiment, faut que tu le veuilles, le gars, quoi. Sinon, ça vaut pas le coup, quoi. Sinon, non, quoi. Donc je lui dis non, que je voudrais dormir. Il me dit ok, pas de problème, vas-y, prends un oreiller. Je me dis ah, trop bien. Parce que je m'attendais à devoir entamer une espèce de ronde de négociation que toutes les femmes ont déjà connue, où après le mec essaie de te convaincre et tout, enfin l'horreur. Je m'endors et puis en fait je suis réveillée parce que il essaye encore de me tripoter et tout dans des endroits vraiment personnels, quoi. Donc là je pète un câble personnel. Mais voilà, quoi. Enfin on a compris, quoi. Et donc là je m'énerve, je me rhabille, je prends mes affaires, etc. Et très sincèrement, en fait, c'est ça que je voulais montrer aussi dans mon livre, c'est qu'il y a des ratés sexuels en fait qui deviennent des violences. Parce que très sincèrement, si à ce moment-là, il m'avait dit, en plus on était un peu sous et tout, s'il m'avait dit putain, je suis qu'un con, je suis vraiment désolée, je me suis laissée déborder par un truc, enfin, je suis désolée, si tu veux rentrer chez toi, ok, je t'appelle un Uber, ou sinon je vais dormir sur le canapé, enfin j'en sais rien, un geste envers moi, très sincèrement, j'aurais dit ok, écoute, ça arrive. Et il y a plein de situations qui peuvent se résoudre en fait avec de la communication, mais comme on a tellement de mal à se parler, en fait ça devient grave, parce que là il me dit mais tu te fais des films, j'ai jamais forcé personne, nanani nanana, et là du coup j'ai envie de le tuer, le gars, quoi. J'ai envie de le tuer, et donc je me casse. En fait t'as surtout envie de le tuer parce que c'est la énième fois que ça t'arrive. En plus bien sûr, mais surtout le fait de nier mon ressenti à l'intérieur de mon corps. Terrible. T'es là, c'est pas possible, en fait, c'est pas possible. Et donc je pars au matin à 5h du mat dans les rues de Paris. En plus j'ai plus de batterie pour m'appeler un Uber et j'ai envie de pleurer. Mais en même temps je me dis mais voilà, je pense à Adèle Haenel et tout, et je me dis mais il y a le droit de dire non, il y a le droit de partir. Et moi il y a beaucoup de noms que j'ai pas osé dire, et à ce moment-là je me dis mais en fait j'ai l'impression que je me dis mais le fait d'avoir le droit de dire non, c'est comme si je tenais un couteau entre mes mains et on va plus me la faire à l'envers, quoi. C'est un peu dit, enfin ça peut paraître très simple en fait, mais pour moi ça a été en fait j'ai l'impression que c'est une vraie révélation, une révolution, ouais, exactement. Et tant pis s'il s'énerve, en fait, parce que moi je voulais pas que les mecs s'énervent, je voulais être gentille. Et en fait non, tant pis, tu t'énerves, et moi je m'en vais. J'ai découvert moi il y a quelques années effectivement que j'avais un bon nombre d'amis qui couchaient en fait parce qu'à un moment donné elles se retrouvaient à un stade de la soirée, tu sais, où tu vas prendre le dernier verre. C'est ça. Et en fait, mais je crois que le drame de ce truc aussi, c'est que la plupart des mecs le savent pas.
Ouais. Parce qu'en fait, comme elles leur disent pas, enfin tu vois, comme elles le mentionnent pas, mais alors c'est complètement dramatique. Les filles finissent par, enfin tu vois qu'elles ont tellement intégré ouais. que, alors si tu dis non, peut-être en fait ça peut aussi partir en violence parce qu'il y a peut-être ça aussi. C'est ça. Et si tu dis non, bah, en fait tu vas commencer à te faire, tu vas commencer à avoir une négociation en face de toi que t'as pas envie de vivre. Exactement. Si tu dis non, donc en fait au final tu finis par te dire c'est plus simple de dire oui quoi. C'est terrible, mais c'est exactement ça. D'ailleurs tu dis pas oui, tu le fais. Tu dis rien. C'est ça. Et ce qui est fou, c'est en fait c'est aussi beaucoup les applications de rencontres qui créent ça. Moi j'ai le sentiment. C'est que quand il y a match, c'est comme si du coup c'était une forme d'hypothèque sur le consentement futur. Et tu rentres dans presque comme dans un magasin Ikea où donc il y a un match. Si tu réponds pas au message, tu te fais engueuler. Tu réponds au message, après tu passes sur WhatsApp, après il faut aller boire un verre. Si tu proposes de boire un verre plutôt plus tard ou dans 3 jours après, tu te prends des petites piques. Ah bah j'ai été trop occupée, je sais pas, c'est bien pour toi. Enfin bref, des trucs comme ça. Et si tu vas boire un verre, à la fin du premier verre, t'as le droit de partir. Ça c'est vrai, mais c'est autorisé, j'ai l'impression. Mais si tu restes 2 verres, ça veut dire que tu vas y passer quoi. Et si tu décides de pas jouer cette chorégraphie-là, ça aura un coût. Ça veut dire soit il va falloir argumenter, soit tu vas te faire engueuler, soit il va falloir dire au mec mais non, t'es merveilleux, nanani. C'est comme si on n'était absolument pas libre. Et il y a aussi des hommes qui décrivent ça, quand à la fin du date Tinder, ils veulent rentrer, ils veulent pas poursuivre. Parfois, ils se font engueuler par les nanas et tout, en mode quoi. Enfin, ça prouve à quel point on est démunis en fait face à ces questions et à quel point il y a urgence en fait à en parler ensemble déjà, ce serait déjà beaucoup quoi de pouvoir en parler sans que ce soit si chargé quoi. Oui, tu te sens obligé quelque part. C'est horrible. Est-ce que tu as vu Promising Young Women ? Non, j'ai trop envie. Ouais. Il faut aller voir Promising Young Women parce que c'est le sujet. Enfin, je sais pas. Moi, ça a été une claque. Enfin, si tu t'en as vu un peu, t'en as entendu parler, c'est une claque fabuleuse et ça attaque, je trouve, la culture du viol. Enfin, le sujet de la culture du viol a tellement de strates différentes, si tu veux, que c'est vraiment hyper bien. Enfin, en tout cas, je vous invite vraiment à aller le voir. C'est assez fou ce film. Faut s'accrocher parce que c'est pas un film feel good. C'est fou, j'explique toujours. Moi, c'est bien, ouais. Si je vais avoir envie ou pas. Et donc ils sont prévenus de base. C'est ça, mais c'est quand même une stratégie de faire ça. Enfin, il y a quand même un truc où tu te sens obligé de prévenir, alors qu'en vrai, ça devrait être une évidence quand on sait pas si on va avoir envie ou pas. Bien sûr. C'est ça. Et puis tu peux aller boire un dernier verre, et en fait, et même finir à poil dans le lit, et puis à la fin finir par dire non, en fait, c'est pas le moment, j'ai pas envie. C'est ça qui me rend ouf dans ce que j'explique dans le bouquin, c'est qu'en fait, il y a encore beaucoup de règles non écrites et très présentes, et parfois, on a l'impression qu'elle bouge très vite et parfois, on est confronté au fait que ça bouge aussi très doucement, quoi. C'est les deux en même temps, j'ai l'impression. Mais en fait, le pire, comme tu dis, Valentin, le pire, c'est que c'est tellement mieux, sexuellement parlant, quand les deux personnes sont consentantes. Ça devrait être normal. Mais je suis d'accord avec toi, sauf que je crois aussi qu'il y a un vrai truc où il faut communiquer, chacun de chaque côté, en fait. Parce que, encore une fois, forcément, les mecs qui... Enfin, ton pote là, Rodrigo, en fait, effectivement, tu finis par lui dire, mais si tu lui avais pas dit, il aurait pas su quoi. Non, c'est ça. Bon, après, il a une réaction de connard. Ça, c'est encore autre chose. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est encore mais en autre fait, chose. si tu n'ouvres pas à un moment donné, si tu n'ouvres pas la possibilité à ce qu'il puisse avoir une réaction de connard ou pas de connard, si tu veux, c'est sûr que c'est sûr que tu n'auras pas le fin mot de l'histoire quoi, de ce qu'il pense. On a tellement appris en fait aux hommes à abuser et aux femmes à rien dire qu'on est vraiment, enfin, c'est la recette pour la tragédie quoi. Voilà. Et puis c'est pas parce que quelqu'un te dit non que forcément t'es pas. Bien sûr. Cette personne-là a pas envie d'avoir une relation avec toi, c'est pas très grave quoi. C'est ça. Il faut aussi aujourd'hui dans la masculinité classique, pour être un homme, la virilité, ça veut dire pécho plein de meufs. Parlons de la virilité. Non mais c'est un homme aujourd'hui qui serait considéré comme haut placé socialement, ça veut dire que tu pécho plein de meufs. Et donc, ce que disent les sociologues, c'est que du coup, si une femme dit non à un mec, c'est comme si ça venait attaquer en fait sa valeur dans la société. Et ça excuse pas les réactions violentes, mais ça permet peut-être d'essayer de comprendre en fait ce qui se passe dans leur tête, quoi. Je te présente Edgar, qui a 16 ans et qui dit que ce live tombe à pic dans ma vie. C'est comme ça aussi. Edgar. C'est comme ça aussi que ça marche, quoi. Tu vois, c'est en éduquant, et en parlant aussi aux jeunes, quoi. Exactement. Ça m'est arrivé avec un garçon. On était en train de
niquer, enfin de Ouais. faire l'amour, n'est-ce pas? Je le regarde et je lui dis, je suis désolé, ça le fait pas pour moi. On rigole ensemble et on s'est regardé un film et on a dormi à trop poil. bien. Et on est super potes. Génial. Voilà, c'est Comme bien. quoi, il y a des C'est belles possible. histoires. Oui, heureusement. C'est possible. C'est ça. Mais c'est aussi parce qu'à un moment donné, tu vois, t'as dit, bah non, C'est en bien. fait, moi c'est cool. Tu t'es respecté, c'est trop bien. L'intimité, ça se crée pas en un swipe et un verre de rosé. C'est vrai. Et on a l'impression qu'il faut aller toujours hyper vite. C'est ça, mais c'est terrible en fait, le rythme imposé par les applis, etc. C'est exactement ça, c'est une super punchline, ça se crée pas en un swipe et un verre de rosé. Bien sûr, c'est exactement ça. Bon, c'est cool. Tu vois, tu disais que t'avais des projets à venir, c'est Ouais. ça? Tu veux en parler un petit peu? Ah oui, oui, carrément. En ce moment, je travaille sur un projet de podcast avec ma petite nièce, la prune de la dédicace, sur son rapport aux réseaux sociaux et qu'est-ce que c'est que de grandir avec les réseaux. Je travaille donc aussi sur le documentaire L'amour sous algorithme. Et j'ai un projet de dessin animé sur mon expérience du deuil qui s'appelle Bye Bye Boomer. Voilà. Ton expérience du deuil avec ton papa? Avec mon papa, exactement. Ouais, c'est ça. Tu l'as perdu quand déjà? Il y a 3 ans maintenant. Ok. Ouais. Ça va? Oui, oui, maintenant. Enfin, non, ça va T'en pas, fais- mais ça va. Oui. Oui, voilà. Tu t'en fais un dessin animé. Ouais. Pourquoi tu t'attaques au deuil? Tu t'attaques. Ah, parce que ça a été l'expérience la plus. À la fois la plus triste et la plus bouleversante et la plus riche de ma vie, quoi. Et t'as envie de partager, c'est ça? De la Ouais, même j'ai envie de façon partager. Exactement, j'ai envie de partager de la même façon que j'ai partagé. On refait un live deuil. Ouais, voilà. La mort, elle est contente. Ouais. Yes. Ouais, bien sûr, j'ai envie de partager. Ah ouais. Et puis il fallait que j'en fasse quelque chose. Enfin, ouais. Pourquoi un dessin animé? Parce que c'est toute une réflexion sur qu'est-ce qu'on garde de l'enfance quand on grandit. Et sur. Moi, expérimenter le deuil, ça peut paraître un peu deep, mais ça a changé mon. C'est pas. T'as le droit d'être deep quand tu Voilà. parles de deuil, hein, franchement. Pourquoi t'excuses pas? T'as raison. Ici, de toute façon, c'est deep. Hein. C'est vrai. Tu peux y aller. Hein. Moi, ça a changé mon rapport à la réalité, en fait, mon expérience du deuil. Parce que, à la fois, mon père était toujours présent alors qu'il était plus là. Et en même temps, la façon dont je voyais le monde était tellement bouleversée. Il y avait un côté où tout... Enfin, l'année après un deuil, surtout, moi, c'était une mort violente, donc je n'étais pas du tout préparée. Enfin, tout m'agressait, la lumière du soleil m'agressait, tout était... Et donc, c'est comme si j'habitais dans un endroit que je connaissais pas du tout. Tout était extrêmement agressif. Et en même temps, j'avais une espèce de tendresse envers les autres que j'avais jamais expérimenté avant avec autant de profondeur. Parce que ça rend tellement modeste, en fait, que cette expérience. Enfin, le fait de perdre quelqu'un qu'on aime, en fait, c'était tout d'un coup... avant, j'aurais pu voir, par exemple, une petite vieille qui parle à un chien dans le bus et me dire... une vieille... Enfin, avoir une pensée un peu méprisante qui me traversait l'esprit. Et maintenant, je pouvais voir cette petite vieille et me dire, oh mon Dieu, mais oui, moi aussi, j'ai envie de parler à un petit chien parce qu'en fait, la vie, c'est ardos, quoi. De découvrir... Enfin bref, je m'égare un peu, mais il y a un côté, il y a un moment où ça m'a rendu... je sais pas, à la fois, en fait... j'ai l'impression que les gens poussent dans les deux côtés. Enfin, les humains sont un peu comme les arbres, donc on pousse vers le haut et vers le bas. Et quand tu descends très, 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 très bas, dans vraiment quelque chose de très triste et dépressiogène, il y a d'autres choses qui montent aussi. Et donc, tu captes d'autres choses sur les gens, tu perçois d'autres choses de leur humanité. Et moi, ça m'a donné ça, en fait. C'est comme si ça m'avait aussi offert une forme de sixième sens, où mon regard, il a gagné en douceur sur le monde. Voilà. Trop bien. Et t'en fais un dessin animé? Voilà, c'est ça. Ouais, j'en fais un dessin animé. Ok, je peux pas dire non plus, pardon. Il y a plein de trucs que je peux pas dire. Non, pas la diffusion, mais diffusion, c'est plutôt pour t'adresser aussi aux plus jeunes, c'est ça ou... Non, c'est un dessin animé pour les adultes. Pour les adultes. Mais ça s'adresse à l'enfant intérieur. Voilà. Waouh. Ouais. Comme dit Acme, le deuil du daron, ça pique la gueule. Ah ouais, et ça je crois pique la que gueule, ça pique d'autant plus la gueule pour les filles, quoi. Je crois. Ah, tu crois peut-être. Ouais. Ouais, peut-être. C'est le papa. Ouais, c'est sûr. This is complicated. Ouais. On va pas faire un live. Attends, qu'est-ce que tu disais, Edgar? Est-ce que vous avez parlé du fait que la société très jeune te somme à être en couple absolument, comme si tu n'étais pas plein tout seul? C'est exactement ça. Bah oui, c'est exactement ça. Je crois pas qu'on en ait parlé explicitement, mais c'est intéressant, tout à fait. C'est ça, mais tout à fait. Encore plus, les femmes, quand même, il y a l'idée que si t'es pas en couple, ça veut dire que t'as pas été choisi par un homme et donc t'as presque moins de valeur, quoi. Ça, ça demande aussi beaucoup de... Enfin, il faut réussir à déconstruire ça à l'intérieur de sa tête aussi. Et pas se mépriser soi-même quand on est célibataire. Ou, tu vois, on a tous des potes qui galèrent, etc. Et parfois, on se dit, mais comment ça se fait, etc. Et ce genre de pensée aussi, il faut aussi travailler à l'intérieur de soi pour lâcher le jugement, en fait. Parce que si tu lâches le jugement sur les autres, tu peux lâcher le jugement sur toi.
Et je crois que c'est d'autant plus dur, et notamment pour les femmes, que tu avances en âge. Ah bah de ouf. Après, on aborde même pas la question horloge biologique, nanani, nanana. Que tu veuilles ou pas des enfants, tout le monde pense que t'es une désespérée qui veut tomber enceinte dans les 2 semaines. C'est bah quand tu fais des dates à la trentaine, Les mecs? ouais, à la trentaine, il y a l'idée derrière. Que t'es une folle de baby, quoi, que tu enfin moi je trouve que c'est une question lourde, enfin c'est hyper dur d'être léger. C'est une décennie où c'est compliqué d'être léger, je trouve, entre mes femmes. Ah ouais? Ouais, je trouve. Mais sur le sujet des enfants. Bah parce que comme cette question elle est un peu présente en arrière-fond, ouais, je trouve que c'est compliqué. Et toi t'as déjà des enfants et tout, donc peut-être du coup toi cette question enfin je sais pas, tu vois, elle existe même plus. En fait, elle est ailleurs dans ma vie actuellement puisque j'ai fait une vasectomie. Ah bah oui, voilà, je suis un génie. Ah bah oui, voilà. Et donc si tu veux, c'est une question que j'ai aussi avec les personnes que je date, quoi. Bah ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est un sujet. Ah bah j'imagine, oui. J'arrive en disant bonjour, je tire à blanc. Ouais. c'est dans mon profil et tout, quoi. Ouais, bah ouais, t'as raison. C'est écrit dedans parce que sinon c'est trop chiant, c'est trop compliqué. Bah c'est ça. Ouais, t'as raison. Et pourquoi tu trouves que pourquoi tu trouves que l'enfant est un sujet aussi compliqué? Je t'avoue que je l'avais pas perçu. Tu l'avais pas perçu? Non. Moi je trouve que c'est un non-dit quand tu fais des dates au début qui se sent, et c'est en fait c'est tellement moi j'ai l'impression que c'est un sujet presque tabou. On en parle moins facilement à la trentaine que presque à 20 ans, parce que bon, à 20 ans, c'était il y a longtemps, enfin dans longtemps, etc. Ouais, c'est ça, il y a un truc. Non, moi je trouve que ça met la pression, quoi. Il y a une pression de ouf quand même, où tu te dis. En fait, c'est dur d'être dans la légèreté et dans l'instant présent quand il y a toutes ces questions autour de soi. Et que quelque part, tu te dis, il faut se dépêcher un peu. En fait, moi, ça me tétanise, en fait. Je vais encore plus lentement, du coup. Mais ouais, parce qu'on se dit, putain, mon Dieu, il faut se dépêcher et tout. Et en fait, tu peux pas te dépêcher en amour, c'est pas possible. Bah non. En plus, plus tu te dépêches, le plus tu vas faire n'importe quoi. Donc, faut gérer cette anxiété-là, en fait. Et puis, on parle pas du corps qui dépérit des femmes, n'est-ce pas, qui dépérit au secours. T'imagines les mots horribles qu'on entend, genre, genre dépérir, genre, attends, périmer. Oui. Enfin, non, mais franchement, c'est l'enfer. Enfin, c'est horrible, quoi. Ouais. Totalement d'accord sur le sujet en arrière-plan. J'ai 37 ans. Eh ben, écoute, ok. Et je ne veux pas d'enfant. Ouais, mais c'est quand même toujours là. Moi, j'ai hâte d'avoir 45 piges, en fait. Je pense qu'à 45 tu veux dire, ans, quand cette question, elle sera évacuée, avec les hommes, ça va être plus facile de retrouver une sincérité ou du fun ou de la légèreté. Mais parce que tu veux pas d'enfant? Je sais pas. Ah, mais au moins, soit j'en aurai pas. Et je pense que, voilà. Et donc, cette question, elle sera évacuée, tu vois. Et du coup, les mecs, tu les verras pour les voir et pour eux et pour le kiff. Et je pense que, enfin, moi, je vois mes copines qui ont la quarantaine, en fait, mais elles s'éclatent, mais 10 fois plus que les trentenaires. 10 fois plus. Et tu crois pas qu'il y a un truc aussi où peut-être c'est aussi l'entre-deux, tu vois, où tu dis tu sais pas? Peut-être. Et je crois qu'il y a plein de femmes de 35 ans, et surtout, tu vois, à Paris, où tu fais des enfants souvent un peu plus tard, etc., que dans les autres villes de province et de région, n'est-ce pas? Et où c'est une question qui reste un peu en suspens, et de ce fait-là, comme tu prends pas de décision... Ah, peut-être. Peut-être. Il y a des... Sur OkCupid, par exemple, t'as... je veux des enfants, je veux pas d'enfants. Ouais, c'est vrai. Je voudrais des enfants. Enfin, je suis pas sûr. Je suis pas fermée, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr. Et je trouve que je suis pas sûr. Je crois que ça doit être compliqué à vivre, en fait. C'est peut-être. Parce que comme t'es un peu le cul entre deux chaises, tu sais pas trop. Et de ce fait-là, la personne en face de toi, elle sait pas vraiment non plus. Ouais, c'est vrai. T'as raison. T'as raison. C'est peut-être, t'as raison. Mais tu vois, il y a des meufs qui me disent, toi, tu mets directement dans ton profil que t'as une vasectomie. Je suis là, oui, en fait. Enfin, moi, je sais ce que je veux. C'est-à-dire que je ne peux pas. Donc, voilà, c'est clair. Oui, et puis il vaut mieux que les personnes le sachent. Ouais. Voilà. Edgar qui dit, moi, depuis toujours, on me dit, oh là là, Edgar, c'est quand que tu nous ramènes une fille, tu peux en ramener, tu sais, ou même un garçon, et ça depuis très jeune. Et maintenant que je suis presque un adulte, Edgar, 16 ans. Mm-hmm. Alors, ne jamais avoir eu de petite copine, mais Edgar, t'as 16 ans, keep cool. Oui, c'est vrai. Les gens ont du mal à penser que soit on est seul, on s'y sent bien, et on va pas se mettre en couple pour rien. Bah oui. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est pour ça faut qu'on le porte haut et encore plus fort que les autres, quoi. C'est notre combat. En tout cas, moi, c'est un de mes combats. C'est cool. Sur OkCupid, j'ose pas dire que je veux pas d'enfant pour pas en faire fuir trop. Mais non, mais comment ça? Non, vaut mieux affirmer très fort ce qu'on est. Il faut dire. Comme ça, ceux qui matchent avec toi, ils matchent. Moi, depuis que sur Bumble, j'avais mis en profil romantique, féministe et végétarienne. Et comme ça veut dire pas de polyamour, pas de barbecue, machin. Et donc, t'as moins de matchs, mais les matchs que t'as, ils sont. À quoi ça sert d'avoir autant de matchs? Non, vaut mieux en avoir des matchs de qualité, quoi. Alors, sans doute, t'as pas la drogue du match. Voilà. Par contre, faut s'y préparer. T'as pas la drogue du match.
T'as pas la drogue du match. C'est ça. Au contraire, je crois que c'est vraiment hyper important, si tu veux pas d'enfant, de te dire que tu veux pas d'enfant. Parce qu'en plus, les mecs qui veulent pas d'enfant, ils vont filtrer. Exactement. J'imagine que tu vas que tu cherches des gars. Ils vont filtrer, en fait. Et donc, ce sera plus simple. Et je vois pas le rapport entre tu veux pas d'enfant et tu cherches rien de sérieux. Parce que, en plus, pour moi, on est en 2021. Aujourd'hui, l'aspect child-free commence... Alors, c'est pas dingo, mais ça commence à grandir. Ça commence, ouais. Faut pas perdre de temps. Si tu veux pas d'enfant, faut le dire direct. Parce que c'est craignos si la personne t'attend à un endroit où tu veux pas aller. Ouais. Exactement. Merci, Pistachio. Tout en fait. La sagesse de Pistachio. Merci, Pistachio. Plus je vieillis, mieux je me sens. Bah oui, RDV à 80 piges, putain. Quand on sera avec nos sonotones et nos déambulateurs. C'est ça. Oh, vraiment, c'est trop le kiff, c'est trop génial. C'est super. Comment ça se passe le sexe chez les vieux, tu vois ? Ouais. Ça aussi, c'est une question sociétale. Ouais, ouf. J'ai hâte, tu vois, que notre génération, elle finisse par arriver à 80 piges. Ah ouais, on va faire des podcasts. On sera libérés de tout, on fera des podcasts. Alors, bougez pas, j'enlève mon dentier. Je vais remettre mon dentier pour parler correctement. C'est vrai. On fait des podcasts. Alors, dites donc, hein, comment... si j'arrive jusqu'à 80 ans, merci la mort. Oui, si tu ne décides pas de m'emmener faire un tour avant. Voilà, c'est ça. Effectivement. Parfois, j'ai hâte qu'on soit tous vieux et comme ça, on sera tous moches et ce sera il y aura moins de concurrence. Enfin, l'image aura moins d'importance. Ah. Ouais. Tu crois ? Je crois. Tu crois pas ? Bah, on s'en fout, non ? T'as le droit de l'avoir déjà aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Même en étant vieux et sans déambulateur. Ouais, c'est vrai, même en étant jeune. Ouais. Il faut lire Toulmé. J'ai pas lu... Tu connais Fabien Toulmé ? Non. C'est un auteur de BD qui a écrit un bouquin qui s'appelle Suzette ou le grand amour, je crois. Ah, trop bien, faut que je le lise. Qui parle d'un couple, enfin pas d'un couple, d'un duo d'une mamie qui a 80 ans justement, avec sa petite fille qui, je crois, qui sort d'une rupture. Et donc elles partent en road trip. C'est génial. Faire un peu de transmission générationnelle. Voilà. Trop bien. Ah tiens, il y a un autre sujet dont je sais pas si tu as vu cette série, je voulais en parler juste avant de raccrocher, mais il y a cette série qui s'appelle Love Life. Ça te parle ou pas ? Non. Avec Anna Kendrick, tu sais, le meuf de Pitch Perfect, qui raconte en fait à travers cette série, qui est une mini-série, ces différentes histoires d'amour, ces différentes ruptures. Trop bien. Et en fait, ce qu'elle en tire à chaque fois. Tu sais, où elle finit par un peu ce que tu racontes. Ouais. Tu t'en prends à la fois des souvenirs, t'en prends aussi des expériences et des apprentissages, où tu finis par avoir une histoire un peu différente. Et c'est vraiment trop bien, c'est sur OCS, c'est une série HBO. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue, je vous l'avais déjà reco, j'espère que vous l'avez regardé, parce que franchement, vous-même, vous savez, mes reco séries, c'est les meilleurs recos. Je suis connu pour ça. Un grand merci à toi, c'était vraiment super. Moi, je vous fais des bisous. Merci encore, Judith. Je vous rappelle, parce que je fais bien la promo. Voilà. Dating fatigue, n'est-ce pas ? Allez, c'est parti. À bientôt.